Alors, on va du coup passer au sujet de l'émission. Vous m'entendez là? Attendez, Ouais. parlez, voir. Oui, Ah, oui, c'est très bon. bien. Non, non, mais parce que j'ai l'impression que j'avais un bug dans le casque. On va parler de ce procès qui va s'ouvrir. Hop, je me mets comme ça. On va parler de ce procès qui va s'ouvrir, l'affaire Athanor, qui est vraiment une histoire rocambolesque. Alors, ce procès va s'ouvrir à partir du 31 mars. La Cour d'assises spéciale de Paris jugera 22 accusés dans un dossier où se croisent francs-maçons, ex-agents de la DGSE et de la DGSI, commanditeurs issus de milieux aisés. Une affaire qui dérange et c'est vraiment une histoire rocambolesque, parce qu'il y a alors dans cette histoire ils ont essayé de tuer un syndicaliste, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille aux enquêteurs. Il y a l'assassinat de Laurent Pasquali. Ils ont commandité l'assassinat de Laurent Pasquali en 2018. Il y a un meurtre, une tentative de meurtre à Créteil aussi. La cible était un coach sportif impliqué dans des organisations syndicales. Il y a un autre syndicaliste dans l'Ain aussi qui a été tenté, où il y a eu un projet d'assassinat. Et donc c'est là derrière que ça a lancé l'enquête. Au cœur du système, il y avait un ex-journaliste, un ancien policier du renseignement, comme je vous ai dit, des anciens agents du renseignement, des ex-militaires, des spécialistes de la surveillance et des opérations discrètes. Et le plus fou dans cette histoire, et moi je suis allé un peu à la pêche aux infos dans ce truc, et donc le plus fou où les médias ils évoquent cette affaire, mais ils ne parlent pas d'un aspect de cette affaire, c'est que dans les 22 plaignants, les gens qui ont fait les plus gros crimes, ils se défendent, la défense en tout cas, la défense de leur avocat, la défense de ces gens, c'est qu'ils ont agi pour des raisons d'État. Ils sont persuadés qu'ils ont agi au nom de l'État, que c'est l'État qui leur a dit de faire ça. Ils sont persuadés que ils ont agi au nom des services, au nom des opérations spéciales, des opérations secrètes, enfin tout ce que vous voulez. Et donc c'est ça la défense parmi les 22 plaignants. Il y en a quelques-uns. Leur défense, c'est de dire qu'ils ont agi pour des raisons d'État. Et le procès qui va s'ouvrir le 3 mars, il va être C'est pas essentiel. rassurant. Il va être essentiel à ce niveau-là, parce que du coup, si c'est la défense, ça risque de faire bouger beaucoup de choses. Et si d'ici là, il ne change pas de défense, je pense qu'on va avoir le 31 mars un procès qui va durer en plus très longtemps. Il va durer jusqu'à début juillet. Donc ça veut dire qu'il y a un amas d'éléments et de faits qui vont être étudiés par la justice. Et je pense que là, on va avoir une affaire explosive. Donc, toi, Alexandre, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Est-ce que toi, ça t'interroge, cette affaire, que les plaignants estiment qu'ils aient agi pour des raisons d'État, qu'ils aient commandité des meurtres, qu'ils aient essayé d'assassiner des gens pour des raisons d'État? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que dans le passé, on a déjà eu des affaires dans le genre? Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, ça va éveiller beaucoup de gens et ça va attirer les foules parce qu'il y a, alors, effectivement, il y a tous les bons ingrédients d'un bon livre à suspense. Service secret, franc-maçonnerie, on mélange tout ça, ça fait un jackpot explosif. Effectivement, la franc-maçonnerie, de fait de sa discrétion, peut avoir des endroits où ça favorise ce genre de transactions. Mais je rappelle que des mêmes choses sont commanditées avec des gens qui jouent sur des plateformes en ligne de jeux vidéo, se servent des chats des jeux vidéo pour commanditer et faire des commandes également aussi. Donc, dans tous les endroits où il y a un peu de discrétion et un peu d'opacité, les gens qui sont mal intentionnés peuvent se retrouver et commanditer ce genre de choses. Donc là, c'était dans une loge maçonnique. C'est pas pour ça qu'on doit faire des généralistes tous les maçons, comme quand tous les joueurs de vidéo ne sont pas des tueurs et des assassins en puissance. Je prends les exemples qui sont les plus caractéristiques et j'en parle le plus librement car j'ai été en plus franc-maçon pendant un temps. Je ne le suis plus depuis déjà plusieurs années. Voilà, pour être transparent avec les auditeurs. L'autre chose, c'est derrière ce qui va la défense. Effectivement, moi, c'est la défense sur le côté. On a fait ça dans l'intérêt de l'État et sur C'est surtout comment ça ça qui s'appelle interroge, pour le coup. l'intérêt supérieur de l'État. Mais en fait, cet intérêt de se dire l'État peut déroger au droit, moi, c'est déjà ce truc-là qui me pose problème dans le droit normal, en fait.
de se dire que le droit, l'État s'autorise, il fixe des règles, il dit on va faire des règles pour tout le monde, mais moi, je ne vais pas les respecter. Et du coup, moi, je vais vous demander de la transparence pour tout le monde, mais pour moi, je ne serai pas transparent. Et du coup, au nom de cette non-transparence, on arrive à des choses qui sont possibles comme ça, quand on invoque la raison d'État. La raison d'État, en fait, ne devrait pas exister parce que ça dit on va faire des choses qu'on n'assume pas, en fait. Qu'on veut faire des opérations en disant on va faire ci, on va faire ça. Donc déjà, ça, pour moi, déjà de base, en fait, cette raison d'État devrait ne pas exister. Pour, un, parce que du coup, ça veut dire que l'État viole ses propres règles qu'il impose à tous les citoyens. Deux, ça veut dire que l'ordre judiciaire doit fermer les yeux sur des infractions pénales et délictuelles, voire criminelles. Donc, je veux dire, au nom de la raison d'État. La raison d'État, le problème, c'est que c'est défini pour les intérêts de l'appareil d'État, mais pas forcément pour l'intérêt public. Donc, du coup, ça me repose encore un autre problème. L'opacité et le secret de l'État, je repense à cette magnifique phrase de Julien Assange, c'est aux citoyens de tout savoir de l'État et pas à l'État de tout savoir sur les citoyens. Et en fait, cette raison d'État permet de justifier après, au fur et à mesure, tout et n'importe quoi. On est en plein dedans en ce moment en disant « Ah, bah, la raison d'État nécessite qu'on contrôle nos citoyens. La raison d'État nécessite qu'on censure les réseaux sociaux. La raison d'État nécessite qu'on puisse venir fouiller dans vos messageries privées. » Et au fur et à mesure, on se prend un petit cliquet de plus sur les restrictions de liberté, tout ce qu'on veut. Donc, du coup, moi, la raison d'État, en fait, le problème de ce truc-là, c'est que j'aimerais bien qu'on fasse un procès à la raison d'État. Parce que si la raison d'État, l'État doit être propre, pourquoi l'État devrait commander des assassinats? Pourquoi l'État devrait commander des rapts? Pourquoi l'État, ou alors s'ils font, qu'ils assument. Ils disent, bah, écoutez, on a fait ci, on a fait ça, on doit nécessiter telle intervention. Par exemple, État étranger, on a un tel problème avec tel pays, on va faire ça, 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 et on y va, quoi. Et on rend des comptes en disant, on l'a fait. Ou sinon, trouver des méthodes différentes. Parce qu'en fait, à un moment, on ne peut pas utiliser en disant, ah, les méthodes des mes autres, c'est des méthodes dégueulasses, mais nous, on va utiliser exactement les mêmes. À un moment, ça ne marche pas. On ne peut pas combattre le mal par le mal parce qu'à un moment, comme disait Camus, qu'est-ce qui justifie la fin? C'est les moyens, mais qu'est-ce qui justifie les moyens? Il y a un moment, il y a le serpent se mord la boucle. Enfin, la boucle, ah, voilà, bon, vous m'avez compris. Le serpent se mord la queue et la boucle est bouclée. Donc, en fait, mon problème de base, moi, c'est la raison d'État qui est une aberration dans un État même représentatif. Et encore plus si on veut se dire une démocratie, ce que n'est pas la France, mais de se dire qu'en fait, c'est l'État qui dépossède les citoyens d'une partie de son contrôle sur l'appareil d'État, et l'appareil d'État permet d'utiliser ça contre ses citoyens, ou contre n'importe qui d'ailleurs, et à côté de ça, ça permet un dévoiement, en disant par exemple, si des gens ont agi de bonne foi en disant « je pensais agir pour la raison d'État », parce qu'on se souviendra que la raison d'État a permis de couler, enfin je veux dire, cette pantalonnade qui avait été vécue sous avec Greenpeace et le Rainbow Warrior, pour ceux qui étaient à l'époque, dans les années 80, où ils avaient foiré leur attaque contre Greenpeace. Mais du coup, en fait, on arrive sur des choses, on se dit, mais attendez, il y a un moment, est-ce que c'est possible? Donc voilà, faisons un procès à la raison d'État, voyons si les gens étaient de bonne foi ou pas, parce que c'est important dans un procès criminel et délictuel, en tous les cas pénal, l'intention de faire quelque chose en sachant ça. Mais aujourd'hui, en fait, c'est cette difficulté derrière. Donc, en fait, ce procès, j'espère qu'il sera instructif, mais je pense qu'une fois de plus, malheureusement, on va occulter cette partie pour choisir quelques lampistes à condamner pour dire ça, mettre dans le décorum 2-3 trucs et de se dire, bah, on y va. Surtout qu'en plus, j'ai regardé l'obédience de la loge Athanor. C'était une scission de la Grande Loge nationale de France qui était, Oui. je ne sais plus comment ça s'appelait, l'Alliance française, je crois, de mémoire, et Alliance, qui avait dit on s'en va de la Grande Loge nationale parce que c'est des corrompus. Et finalement, ils tombent sur ça. Et finalement, cette loge-là a également été coupée de l'Alliance française en disant bah, ça ne marche pas parce qu'on a aussi des corrompus, donc on fait le ménage. Mais Oui, il est toujours facile de faire le ménage. Ils l'ont dissoute suite aux affaires en 2021. Voilà, mais c'est toujours facile de faire le ménage a posteriori. Voilà. Mais donc, du coup, au final, le problème principal de tout ce truc-là, et en fait, pour la liberté de chaque citoyen, ça va au-delà de ce procès. Vraiment, moi, c'est la raison d'État qu'il faut exploser pour dire soit on fait des actes légaux, soit des actes illégaux, mais il n'y a pas d'exception pour protéger un appareil d'État. C'est clair. Et puis, Phil, tu me diras si je me trompe, hein, mais on a eu des exemples dans le passé, avec, par exemple, De Grossouve, qui était un peu un homme de main du président, en quelque sorte, hein, est-ce qu'on pourrait dire qu'un mec comme De Grossouve réaliser le même genre de mission que ces gens-là, que la loge Athanor? Alors, ce qu'on sait sur Grossouvre, c'est qu'il était le chef du réseau Rose des Vents qui est une allusion au logo de l'OTAN, puisque l'OTAN c'est une rose des vents, le symbole, et il était le chef de ce
petite organisation secrète liée à ce qu'on a appelé les réseaux gladiaux. Et il est mort dans des conditions très particulières à l'Élysée. Hein, c'est pas n'importe quand, ni n'importe où, enfin n'importe où déjà par rapport à l'Élysée, n'importe quand, puisque c'est le soir de la mort d'Abiyarimana, l'avion qui a été abattu. C'est donc dans une tension extrême entre la France et les États-Unis, puisque à l'époque c'est ce qu'on appelle le complexe de Fashoda, c'est-à-dire que les États-Unis soutiennent les Tutsis et la France soutient les Hutus, pour simplifier. On ne va pas revenir sur tout le dossier rwandais, c'est très compliqué, mais à la serpe, c'est ça. Et donc, on a François Mitterrand qui s'obstine à l'époque à soutenir les Hutus. Et on a donc à l'Élysée quelqu'un qui est très lié au réseau atlantiste. Et le deuxième se suicide. Bon, alors son appartement est fouillé, tout disparaît dans la même soirée. On peut se poser des questions. Voilà. Voilà, surtout qu'il n'était pas suicidaire, il n'y avait aucune raison. Et de se suicider en plein Élysée, c'est quand même très particulier. Voilà. Bon, ça sera l'un des mystères de la République. Vous m'entendez là? Je t'entends. Oui. Là, j'avais commencé, on était suspendu à tes lèvres, du coup. Non, c'est que j'allais dire aussi, il y avait cette histoire de Fourniret, du fils à Fourniret, qui avait raconté que son père, quand il avait des discussions avec un homme au sujet de tous ces enfants qui kidnappaient, il parlait à un grand maître. Il disait toujours grand maître, grand maître. Et visiblement, dans les enquêtes qu'il y a eu autour de Fourniret, il y a eu cette histoire de loge qui était le 13e choc Bagheera, en référence au livre de la jungle de Kipling. Et il y avait aussi cette histoire autour de Fourniret, comme quoi il y avait une loge franc-maçonnique qui aurait été derrière lui, dans son histoire en tout cas, quoi. Donc c'est un truc quand même, Alexandre, je vais te laisser rebondir là-dessus, et pour revenir sur la loge à Tanor, mais est-ce que aujourd'hui tu penses que ce genre d'affaires où on a des loges en France qui pratiquent ce genre de choses encore, ou c'était un cas isolé en quelque sorte? Alors, c'est toujours facile. Si jamais il y avait d'autres choses qui étaient avérées, on le saurait. Enfin, si je le savais, en tous les cas, il y aurait directement une dénonciation au procureur. Donc, non, j'en ai pas d'autres. Toi, t'es pas Par comme contre, Patrick Sébastien. non, moi, j'attends pas. Non, moi, non, j'ai payé très cher dans ma carrière pour avoir ouvert ma bouche tout de suite quand il y a des problèmes. Mais je regrette absolument rien. Et heureusement, des gens m'ont soutenu dans ces moments difficiles pour les combats que j'ai menés. Donc, aucun regret d'avoir mené ce combat collectif. Par contre, il y a eu un autre précédent aussi, cette vision du pouvoir en se disant, tiens, est-ce que c'est quelque chose de généralisé? Je vais reprendre M. Benalla, parce qu'on n'en a pas parlé. Benalla, qui est un peu l'homme de main du président, hein, mais du coup, pour la présidence là-bas, on lui a dit, écoute, il faut qu'on t'intronise dans les loges maçonniques, parce qu'on va avoir besoin de toi dans les loges maçonniques. Donc, Alexandre Benalla, sur ordre de la Grande Loge nationale de France, a été intronisé franc-maçon au Maroc, à la Grande Loge nationale du Maroc, ou Grande Loge du Maroc, je ne sais plus. Mais du coup, il n'a pas fait acte de présence là-bas. Donc, en fait, il y a aussi ce fantasme en disant, tiens, ça va servir pour de l'entrisme et faire des choses. Donc, on va mettre notre barbouze dans le système. Et au final, la barbouze en question, ils ne l'ont jamais vraiment vue. Il n'a pas fait beaucoup de présence, comme ils disent, sous les colonnes. Donc, du coup, il y a aussi ce fantasme, mais compris dans nos élites. Et Emmanuel Macron, sur sa direction, par exemple, dans la police, il a eu différentes méthodes. D'abord, il avait mis Gérard Collomb en disant « je vais rassurer les milieux maçonniques », en disant dans la police, etc., je vais mettre quelqu'un qui se dit franc-maçon, donc je n'ai jamais vérifié si Gérard Collomb était franc-maçon, mais en tous les cas, c'est ce qu'il se disait, pour rassurer les milieux francs-maçons dans la police. Très bien. Au final, il n'a pas eu ce qu'il voulait, a priori, Emmanuel Macron, donc il dit « je vais mettre un gros bonnet, je vais mettre Castaner, qui ne comprend rien à rien, et lui qui n'est pas franc-maçon. Et sa mission, ça va être de détruire tout ce qui est franc-maçon dans la police. » Donc, c'était parti, mission inverse, en disant ce que je ne comprends pas, je le détruis. Donc, je vais mettre un autre homme de main, parce que finalement, Christophe Castaner, qui se vantait d'être en lien avec le grand banditisme marseillais et tout ce qu'on voulait dans les arrière-salles de poker, n'était finalement qu'un homme de main.
Et puis après, il y a eu Darmanin. Et Darmanin, là, je ne sais pas s'il était dans les loges maçonniques ou pas. C'est un grand mystère. Je n'ai pas pu sonder, savoir quelle était finalement la nouvelle décision d'Emmanuel Macron, pas plus que pour les derniers, Retailleau ou Nunez. Sachant que Nunez était avec Castaner, donc je ne pense pas qu'il soit dans les équipes francs-maçons, parce qu'à l'époque, il était secrétaire aussi avec notre ami Castaner. Il faisait un duo de choc, comme on dit, parce qu'il était à la préfecture de police. Donc voilà, donc un petit peu ce système il y a des fantasmes dans les deux sens et des fois ça se retourne contre eux. Et donc sur la loge à Tanor, effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, pas plus, il y a peut-être d'autres choses comme ça qui se reproduisent en France, mais comme dans tous les endroits où il y a de l'indiscrétion, des gens qui peuvent avoir de l'influence et du pouvoir qui se retrouvent dans des mêmes endroits normalement pour d'autres choses, mais ça n'a pas, malheureusement, des choses comme ça ont toujours pu arriver dans l'histoire du monde, où les gens se réunissaient dans des loges, dans des agapes, dans des quand ça s'appelait, au moment de la Révolution française, c'était les clubs. Les banquets républicains. Les banquets républicains. Enfin, il y a toujours eu des moments, bien sûr. des orgies romaines. Il y a toujours eu des moments en différentes périodes de l'histoire avec des endroits ou le diocèse pour les catholiques. Il y pour les catholiques, tout un moment, tout à fait. Donc voilà. Donc au final, ça doit effectivement encore se reproduire. S'ils sont encore là, c'est qu'ils ne se sont pas fait attraper. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est une histoire qu'on va suivre de près, cette histoire. 31 mars, le procès qui commence, il va durer 3 mois. Donc, je pense qu'on aura des trucs qui vont sortir durant les 3 mois. Mais ça va être un truc à suivre, je pense, quand même, parce autant il n'y a pas que les affaires que je vous ai citées en plus. Ça, c'est ce qui est connu pour l'instant. Donc, ça reste à voir. Sachant que dans les loges aussi, il y a beaucoup de politiques qui revendiquent d'être dans les loges maçonniques et du coup, qui ne veulent pas être éclaboussés par un scandale, par association, juste ça déjà, parce qu'on nous dit, moi je ne veux pas être associé à ça, donc la meilleure façon de dire, plutôt que de venir expliquer, moi ce que je fais, j'ai rien à me reprocher, non, on va étouffer le scandale, ce qui fait que finalement, ça donne dans l'opinion publique, on a quelque chose à se reprocher. Déjà, rien que de fait de ne pas assumer quelque chose, on a quelque chose à se reprocher de base, ceci dit. Donc voilà, donc il y a beaucoup de politiques qui se revendiquent francs-maçons, qui disent qu'ils vont régulièrement dans des loges, donc ils n'ont pas forcément envie qu'on les remette sur le plan de la table, parce qu'effectivement, là, pour le coup, il peut y aussi avoir là une influence des loges qui vont dire, des grandes loges qui vont dire, écoutez, est-ce que vous pouvez un peu minimiser le process, qu'on va se reprendre un procès en sorcellerie, ça va nous retomber dessus, donc il peut y avoir effectivement un lobbying, un petit peu comme il peut y avoir un lobbying de l'Église quand il y a des problèmes de pédophilie dans l'Église, un lobbying de la communauté musulmane quand il y a un attentat terroriste, tout ça. Donc chacun à son niveau dit on ne veut pas être mêlé avec les autres, donc minimiser les dérives qui peuvent arriver, mais plutôt que de dire écoutez, il y a des problèmes, on va les régler. Et on n'a rien à faire avec ces gens-là, malgré qu'on soit dans les mêmes cercles, j'allais dire. Mais personne aujourd'hui n'assume les conneries de son voisin. Enfin, en tout cas, c'est pas assumer les conneries de son voisin, c'est de prendre ses distances, mais en assumant qui on est quand même. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vas-y, Phil, si tu voulais dire un mot sur cette histoire. Oh, que dire? Non, on va attendre le procès. Là, il est évident que d'après l'article, l'excellent article que tu as écrit, qui se trouve sur le site tribunepopulaire.fr, il faut rappeler toujours .com, tribunepopulaire.com. Voilà, il faut le lire, parce que si vous vous intéressez à ce petit scandale un peu mystérieux, vous aurez tous les éléments sur le site. Voilà, je tiens toujours à rappeler l'existence du site, parce que il s'enrichit chaque jour. Ouais, on a fait des super articles. Vas-y, Alexandre. Non, c'était juste, ça me faisait penser sur le procès à venir aussi, sur la raison d'État. En fait, la raison d'État affaiblit le pouvoir des juges et les mécanismes de contrôle, parce qu'en fait, on dit aux juges, voilà, tu as les textes de loi, mais derrière, il y a la raison d'État. Donc, du coup, tu ne vas pas pouvoir juger normalement et appliquer les peines que les gens auraient dû prendre. Donc, en fait, on revient à la chose. Donc, dès le départ, avec une défense comme ça, le dossier est bancal pour un juge, en fait. Tu sais quoi, est-ce qu'il y aura de la raison d'État, pas de raison d'État? Après, le problème de la raison d'État, c'est du secret. Et donc, ça va. En fait, c'est bancal pour un juge, mais en fait, ça montre une société qui ne s'assume pas, en fait. Une société qui a besoin de la raison d'État pour se gérer, c'est l'appareil d'État qui fait ça. Et je dis, voilà, que les gens prennent conscience qu'il y a une grosse différence entre l'intérêt de l'appareil d'État et des personnes qui sont aux commandes et l'intérêt général. Et je rappelle, par exemple, dans le code de la police, pour que les gens comprennent bien, le code de la police sous Pasqua, c'était les policiers et les gendarmes étaient au service de la République et des institutions de la République. Donc, chacun ne met pas exactement les mêmes choses sur le mot institution de la République, mais on se dit, on voit à peu près une direction.
Et sous Valls, qui était à ce moment-là ministre de Hollande, ils ont changé le code de déontologie. Ils ont dit les policiers et gendarmes sont au service des intérêts nationaux. Mais qui définit les intérêts nationaux? Voilà. Je veux dire, là, pour le coup, c'est vraiment les gens qui dirigent et qui disent si le peuple a des intérêts contraires aux intérêts nationaux, eh ben, cassons la gueule au peuple. Hein. C'est ce qui s'est un peu passé pendant les Gilets jaunes. Et c'était parfaitement légalisé et encadré par un décret de M. Valls de 2014. Donc, il y a ce côté à chaque fois de ne pas confondre en disant ils sont là pour notre bien. Non, ils ne sont pas là pour notre bien, malheureusement. Ils ont usurpé le pouvoir. Il y a toute une caste de parasites qui utilisera tous les moyens pour rester en place. Et un jour, il faudra qu'on se penche sur un vrai système démocratique. Déjà, le minimum syndical, c'est comme la Suisse. Et pour ceux que ça intéresse, regardez un bulletin de vote suisse. Voilà, je parle d'un bulletin de vote, pas un bulletin pour les élections. Hein. Parce que quand on va voter au municipal, au présidentiel, en fait, on choisit nos maîtres pour les 5, 6, enfin, en fonction de la durée du mandat. Hein. Même Rousseau, à l'époque, l'avait déjà expliqué en disant les Anglais se croient libres en Angleterre, parce que les Anglais, effectivement, avaient une monarchie constitutionnelle et les gens pouvaient voter, mais ils sont libres que tous les 5 ans, le temps de poser le bulletin dans l'urne. Autant dire qu'ils ne sont pas libres très longtemps. Voilà. Donc, repensons à tout ça, remettons les fondamentaux. Rousseau, super auteur français en plus, un cocorico, et qui n'est pas mis en avant, curieusement, mais préfère mettre son homologue Voltaire, qui était un espèce de rebelle de l'époque. Sur la laïcité, oui, mais c'était dans le truc de l'époque, mais sur le reste, pas trop rebelle, hein, pension du roi, tout ça. Hein. Rousseau, lui, il avait refusé la pension du roi. Hein. Voilà, petite anecdote, c'était pour de la musique à l'époque, mais donc ça montre qui est le vrai rebelle ou pas. Donc c'est toujours ça, et après on regarde un peu dans le sens de l'histoire comment on peut avancer, repérer des choses. Donc voilà, donc pensons à comment on peut travailler. Donc ce process sera sûrement très intéressant sur comment les gens qui sont dans la caste qui dirigent vont se défendre contre nos propres intérêts. C'est clair. Bonne conclusion. Carrément. Et en plus, pour montrer à quel point, voilà, quoi, ça montrerait à quel point tout le monde n'a pas la même justice, quoi, aussi. Ah bah ça, alors là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'attendre ce procès. Hein. Non, mais bon, ça confirmerait la thèse, quoi. Ouais, ça va confirmer. Mais alors la thèse, on a eu des exemples incroyables. Une élue socialiste, c'est pas de chance, ils sont tous pour moi de la mettre dans le même panier, mais elle s'était fait gauler. Elle est à l'Assemblée nationale avec un bracelet électronique au pied, élue députée de la Nation, pas de problème, parce qu'elle avait détourné des centaines de milliers d'euros. Elle a pris une amende qui couvrait même pas les frais. Mais ce qui est rigolo, c'est que la même semaine, même tribunal. On en rigole, mais. Même semaine, même tribunal, quelqu'un qui avait volé une boîte de sardines et du riz parce qu'il voulait manger. Hein. Lui, par contre, 3 mois de prison parce que c'était un récidiviste. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas de problème. Ils sont capables, dans la même semaine, de mettre des choses complètement diamétralement opposées. Justice de classe. Ah bah là, très clairement, je veux dire, casse la figure. Alexandre Benalla, c'était circulé, il n'y a rien à voir. On va arrêter toutes les listings en fait. Hein. Non, mais ce serait malheureusement la Prévert. Il y avait un dessin humoristique qui avait même dit encore une 3e vitesse. La justice est à 2 vitesses si on considère le point mort comme une vitesse, quoi. Hein. Sachant qu'après il y a une 3e justice de classe, c'est la Cour de justice de la République pour tous nos élus. Hein. Donc je rappelle qu'ils sont toujours auto-amnistiés, qui se condamnent au pire à rien ou responsables ou non coupables suivant les cas. Et que je rappelle aussi que ceux qui font la loi, du coup, la loi, c'est moi, ils peuvent le dire. Hein, je rappelle qu'ils pour le Covid, ils sont tous auto-amnistiés d'avance. Hein, je rappelle, là, je veux dire, il y a des moments où tous nos élus sont d'accord de tous les bords, donc ce qui montre qu'ils sont un petit peu tous dans la même équipe sur les sujets essentiels. Covid, ils sont tous amnistiés. Et financement des partis politiques, quelques années avant, hein, ils sont aussi tous auto-amnistiés. Hein. Je veux dire, maintenant, imaginons que quelqu'un dans son entreprise ait piqué des sous, abus de confiance, où ils se sont dirigés avec les actionnaires pour piquer le pognon. Ils disent ah bon, on s'auto-amnistie. Non, on s'auto-amnistie pas. Donc voilà, donc il y a toujours ce petit côté où on a le droit à pas grand-chose en fait, et on nous dit vous vivez en démocratie. Non, je crois que les gens doivent se rappeler ce que c'est qu'un système représentatif pour finalement ce qu'on vit aujourd'hui en France. Hein, c'était Sieyès qui l'avait défini en septembre 1789. Hein, la France est un système représentatif. Si le peuple avait le pouvoir, et le peuple n'a pas le pouvoir en France et ne l'aura jamais, hein, ce serait un système démocratique. Et le peuple, en fait, comme il a délégué son pouvoir à des représentants, il n'a qu'une chose à faire, c'est fermer sa bouche. Voilà. Hein, il le dit avec des mots élégants parce qu'à l'époque, on avait un langage beaucoup plus fleuri, au moins on pouvait rigoler et cultiver. Mais là, on était un peu au-dessus du niveau des politiques actuelles. Mais donc voilà, que les gens se remettent les choses bien d'équerre, reprennent des lectures assez simples, Rousseau, et aussi donc pour boucler la boucle, comment on fait tomber un régime qui va pas bien. On peut effectivement envoyer des missionnaires armés, en général ça marche pas. Je propose plutôt de relire La servitude volontaire de la Boétie. Voilà, quand le tyran n'a plus de bras, hein, les bras c'est nous. Hein. Quand il n'y en a plus, il s'écroule de lui-même. Je rappelle un exemple très, très fondamental. En URSS, ça s'est écroulé tout seul, hein, comme un château de cartes, parce que ça ne fonctionnait plus. Donc, il y a un moment, il
n'y a pas besoin de guerre, il n'y a pas besoin de taper sur les gens, il y a besoin de prise de conscience et c'est pour ça qu'ils nous abritisent, qui diminuent le niveau d'éducation, qui diminuent le niveau d'instruction, qui veulent garder nos enfants à l'école le plus longtemps possible, qui ne veulent pas faire d'instruction civique, qui sont contents avec un taux d'abstention record, ils sont contents de tout ça et qui fixent la règle. Donc, à bout d'un moment, il va falloir leur mettre un gros coup de pied aux fesses et les foutre dehors. Voilà. C'est clair. Eh ben, merci beaucoup pour cette émission, Alexandre. De toute façon, on te réinvitera à l'occasion. Ce sera un plaisir de refaire une émission avec toi. Pour la Avec loge grand plaisir, Athénor, merci pour l'invitation. eh ben, c'était un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire Grand cette plaisir. émission avec toi, donc ça fait plaisir.